Quelques heures plus tôt, Kayano Takumi vivait une vie normale au Japon jusqu'à ce qu'il soit accidentellement tué par Seal, le dieu du vent, et envoyé dans une étrange forêt où il est maintenant entouré de créatures monstrueuses venant d'un autre monde. Face à des loups rouges de classe C, il perce le cœur du premier avec sa capacité airshoot et répète le mouvement sur l'adversaire restant. Frustré de rencontrer des ennuis si tôt dans cet endroit, il met les loups dans son inventaire pour recueillir des matériaux et survivre dans ce monde insensé. Peu avant d'entrer dans la forêt, Takumi se trouvait devant un être mystérieux qui s'excusait sans raison apparente. Complètement déconcerté, le garçon demanda ce qui se passait et l'être s'identifia comme Silphilel, un dieu, mais dit qu'il pouvait l'appeler Sil. Le dieu expliqua qu'ils étaient dans un endroit sacré, ce qui fit penser à Takumi que c'était une blague, mais Sil déclara franchement qu'il avait accidentellement tué le garçon. Désormais, Takumi est dans la forêt et doit se défendre. Selon Sil, il a utilisé ses pouvoirs pour réparer une faille dans l'espace-temps et a accidentellement touché l'humain de l'autre côté en exagérant. Pour corriger son erreur, Sil a envoyé le jeune homme de 28 ans avec un corps tout neuf à Eterdia, un monde géré par le dieu du vent. Des connaissances de base sur ce monde, sa langue et diverses autres compétences ont été implantées dans ce corps de 20 ans. En battant les loups rouges, Takumi a atteint le niveau 3 et continue maintenant son voyage pour découvrir pourquoi il s'est retrouvé là. Pendant sa marche, il rencontre 2 enfants perdus et essaie de communiquer avec eux, mais ils semblent trop effrayés pour lui faire confiance. Néanmoins, il se sent incapable de les laisser là et, entendant leurs estomacs gronder, Takumi prend de la nourriture qui reste dans son inventaire et la donne aux enfants. D'abord méfiant, il cède à la faim et dévore la nourriture. Voyant leurs vêtements en lambeaux, Takumi trouve une tenue pour chacun et les invite à aller en ville, mais les enfants ne réagissent pas du tout. Pour en savoir plus sur eux, il utilise son évaluation de statut et remarque qu'ils ont 5 ans mais n'ont pas de nom, alors il nomme le garçon Allen et la fille Elena. Par chance, les jumeaux commencent à le suivre, alors il pense à faire quelques arrêts en cours de route pour éviter de les fatiguer. Cependant, il se rend vite compte qu'ils ne sont pas aussi fragiles qu'ils le pensaient lorsqu'ils chargent de grands ours et les battent. Après le choc initial, Takumi leur demande de le prévenir lorsqu'ils vont se déchaîner ainsi et ils acquiescent. Étrangement, ces enfants se débrouillent exceptionnellement bien dans une forêt aussi dangereuse et obéissent même en le prévenant de l'approche d'un ours avant de l'abattre. En récompense pour avoir suivi les règles, les jumeaux reçoivent une tape sur la tête et, en même temps, ils gagnent complètement le cœur de leur père adoptif. En continuant leur voyage, Allen et Elena écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin tandis que Takumi se tient les bras croisés. Alors que le soleil commence à se coucher, le père adoptif annonce qu'ils vont camper là pour la nuit et appelle les enfants à ramasser du bois. Après avoir préparé la nourriture sur un feu de camp, ils partagent tout le repas et les enfants semblent plus à l'aise qu'au début. À l'heure du coucher, Takumi dresse une barrière protectrice autour d'un arbre pour abriter les petits, marquant ainsi le début de son aventure à Eterdia. À l'aube, ils arrivent en ville, surprenant les gardes qui ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune homme et 2 enfants émergent vivants de la forêt, un endroit recommandé pour le rang A. Pour fournir une excuse, Takumi dit qu'ils viennent de la campagne à la recherche d'herbes médicinales trouvées autour de cette zone, alors ils n'ont pas exploré profondément la forêt, gardant toujours une distance de sécurité. Les gardes acceptent l'explication et demandent l'identité du gardien. Comme Takumi n'en a pas, il est emmené pour inspection et traitement. On lui donne d'abord un outil magique pour vérifier un casier judiciaire, et bien qu'il n'imagine aucun problème, il s'inquiète du fait qu'aucun des 3 n'a d'identité dans ce monde. Heureusement, tout se passe sans encombre et Takumi reçoit une carte d'identité temporaire pour lui-même et pour les enfants. S'il prévoit de rester à long terme, il doit obtenir une carte d'identité officielle de la guilde. Pour briser la glace, le soldat sourit aux enfants, mais ils ont peur et se cachent derrière leur nouveau gardien. En se promenant dans la ville, Takumi remarque qu'Allen et Elena ont peur des étrangers. Plus tard, il visite un sanctuaire du dieu du vent et contacte Sil. Takumi explique qu'il a trouvé 2 enfants dans la forêt et pense que la meilleure solution est de les laisser dans un orphelinat, ce qui fait paniquer Sil. Cependant, ce n'était qu'un bluff de Takumi pour découvrir que c'était bien le dieu qui avait intentionnellement mis les enfants sur son chemin. Sil prétend ne pas savoir qui sont ses enfants, mais Takumi se souvient qu'il y a 5 dieux dans ce monde, le dieu du vent, du feu, de l'eau, de la terre et la déesse de la création, Marianola. Comme Sil est l'un d'eux, il est illogique qu'il ne sache pas qui sont ses enfants dans son territoire. Coincé, le dieu du vent révèle que ses enfants ne sont pas ordinaires et qu'il serait dangereux de les laisser seuls, d'où sa demande à Takumi de s'occuper d'eux. Malgré son agacement de ne pas avoir été prévenu, Takumi accepte la proposition et emmène ses enfants adoptifs trouver un endroit pour passer la nuit. À l'auberge, les jumeaux ne peuvent contenir leur joie en voyant un lit chaud et confortable. Ils en profitent pour sauter partout et dépenser leur énergie restante avant de s'endormir. À l'aube, Takumi reçoit un bonjour d'Allen et Elena, la première fois qu'ils parlent. Il était inquiet de leur réaction en arrivant en ville avec autant d'étrangers, mais il semble que les choses se passent mieux que prévu. Il annonce rapidement qu'il les emmènera à la guilde des aventuriers. Une fois à la guilde, Takumi est accueilli par Luna et demande à être enregistré comme aventurier avec les petits, puisqu'il n'y a pas d'âge minimum requis.
Après avoir rempli les formulaires, Takumi est enchanté par la guilde, mais Allen et Elena semblent toujours hésitants. La personne en charge les rassure, leur disant qu'ils n'ont rien à craindre. Peu après, les cartes sont prêtes et Takumi découvre qu'elles peuvent être utilisées comme identifiants. En outre, il apprend qu'il a atteint le niveau 11 après ce qu'il a fait dans la forêt. La réceptionniste explique qu'il existe des rangs allant du niveau F au niveau S, mais qu'actuellement, personne ne se trouve dans la catégorie la plus élevée de l'institution. Elle souligne également qu'il est permis de former des groupes pour les missions et que le rang de l'équipe sera la moyenne des rangs de tous ses membres. Concernant le flux de travail, Takumi doit choisir un travail sur le tableau et le soumettre à la réception avant de l'exécuter. Une fois la mission terminée, il est possible de vendre les objets obtenus directement à la guilde. En parlant de cela, Takumi déclare qu'il souhaite former un groupe, et la réceptionniste l'informe que l'équipe a besoin d'un nom. En y réfléchissant, le nouvel aventurier regarde les enfants et les voit comme des anges, il nomme donc le groupe White Wings. Pour leur première mission, Takumi choisit le travail le plus simple, récolter 10 herbes de lys en 3 jours. Sans perdre de temps, le groupe White Wings se dirige vers leur lieu d'objectif, une forêt où seuls des monstres faibles comme des slimes apparaissent. Cela rassure la personne en charge, qui estime qu'ils peuvent travailler sans grande préoccupation. En voyant la première herbe de lys, Takumi appelle les enfants pour qu'ils regardent et leur apprend comment récolter la plante sans l'endommager. Allen et Elena imitent les gestes de Takumi et reviennent chacun avec une herbe en main, gagnant ainsi une autre caresse sur la tête de Takumi. En peu de temps, ils accumulent une grande quantité de ces herbes, et la réceptionniste ne sait pas quoi faire avec une telle quantité, soulignant qu'il est très difficile de rassembler autant en si peu de temps. Takumi explique que les enfants ont travaillé dur pour cette tâche, alors Luna leur donne la récompense. Takumi félicite les enfants et dit qu'ils ont gagné cet argent par leur propre effort. Soudain, un homme arrive et se met en colère en voyant des enfants dans la guilde des aventuriers, disant que ce n'est pas un endroit pour jouer. Takumi tient bon et confronte l'homme. Luna tente de calmer Dominique, mais il perd son sang-froid et attrape Takumi. Allen et Elena réagissent immédiatement en frappant l'agresseur dans l'estomac, mais juste au moment où ils allaient finir l'homme, Takumi intervient pour empêcher le pire. Inquiet, Takumi demande à la réceptionniste s'il y a une punition pour les problèmes qu'ils ont causés, mais elle dit qu'ils ont agi en légitime défense. Peu après, le même garde qui les a accueillis à la porte arrive pour nettoyer le désordre, et Luna informe Takumi que les enfants pleurent. Inquiet, il leur demande ce qui se passe, et ils expriment leur peur d'être abandonnés après ce qu'ils ont fait. Takumi serre les enfants dans ses bras et promet qu'il ne les laissera jamais derrière. En expliquant au garde ce qui s'est passé, l'aventurier lui parle de la bagarre avec Dominique et donne son nom. De même, le soldat se présente comme Grand Volowen, le capitaine en second de Shirin des chevaleries de Gardia. En apprenant que les enfants ont pleuré par peur d'être abandonnés, l'officier demande si le jeune homme pourrait vraiment faire cela, ce qui offense profondément Takumi. Il explique ensuite qu'Allen et Elena ne sont pas ses enfants et qu'il a trouvé les jumeaux dans la forêt de Gaïa, mais qu'il ne sait pas s'ils ont été abandonnés ou s'ils se sont perdus là-bas. En entendant cela, Luna se souvient qu'un groupe de trafiquants d'esclaves a été attaqué par des monstres près de la forêt de Gaïa, et Lowen craint que les petits aient été utilisés comme appât pour distraire les monstres pendant que les trafiquants s'échappaient. Takumi demande s'il peut garder les 2 enfants, et le soldat sait bien que les enfants se sont déjà attachés à lui, reconnaissant ainsi le jeune homme comme responsable des jumeaux perdus. Le garde allait dire qu'il peut l'appeler Lowen, mais Luna, étant fan d'expéditions vers des lieux mystérieux, intervient pour découvrir quel type de matériaux Takumi a réussi à collecter dans la forêt de Gaïa. Takumi mentionne qu'il a rassemblé des parties de l'eau rouge, et Lowen demande au jeune homme de les vendre à cette femme car elle est obsédée par les matériaux de qualité. Heureusement, en plus d'être obsédée, Luna paie bien pour les matériaux qu'elle achète, donc Takumi et ses enfants sont dûment récompensés pour leurs efforts avec une bonne somme d'argent. Ensuite, le capitaine Lowen se souvient qu'il est venu parler au maître de la guilde de l'expédition qu'ils conduisent habituellement dans la forêt de Gaïa pour réduire le nombre de monstres, mais déplore le fait que les aventuriers de rang A sont rares car c'est le niveau de force que demande une forêt aussi dangereuse. Pour compenser cette pénurie de main-d'œuvre, Lowen convoque Takumi. Le novice tente d'expliquer qu'il vient juste de s'enregistrer au rang F, mais le capitaine sait que ce gars est sorti indemne de la forêt en transportant des matériaux de l'eau rouge, donc il peut très bien gérer la situation. Avec cela, l'aventurier réalise qu'il a fait une erreur en mentionnant les loups. Quoi qu'il en soit, Lowen se dirige vers le maître de la guilde, ignorant toute justification que Takumi pourrait avoir donnée pour éviter de rejoindre l'expédition. Devant le maître, l'officier demande que Takumi Kayano, un novice, fasse partie du groupe qui entrera dans la forêt de Gaïa. Le maître trouve étrange d'avoir un novice pour une mission de si haut niveau, alors Lowen explique que tous les novices ne sont pas nécessairement inexpérimentés. Quelques jours plus tard, Takumi s'est habitué à la vie à Eterdia, et les enfants commencent à interagir avec des étrangers. Ils suivent un emploi du temps régulier et profitent de leur vie. Cependant, en mangeant du pain, Takumi se rend compte qu'il n'est pas aussi bon que celui qu'il a l'habitude de manger. Il décide donc de préparer le pain de son monde. Il se rend dans une boulangerie où la boulangère, Michel, lui demande ce dont il a besoin.
Takumi révèle qu'il n'est pas intéressé à acheter quoi que ce soit mais veut demander une faveur. Michel le présente à son père, Rod, et Takumi lui explique qu'il veut préparer du pain. Il montre à Rod les ingrédients et lui explique comment les utiliser. Rod révèle qu'il n'a jamais fait cela auparavant, alors Takumi décide de lui apprendre. Takumi fait une démonstration de la préparation du pain, et Rod réalise que c'est plus facile qu'il ne le pensait. Rod essaie de le faire lui-même, et Takumi lui dit que c'est parfait. Rod demande alors à Takumi de l'aider à faire plus de pain, et Takumi accepte. Ils commencent à cuisiner ensemble, avec l'aide des enfants. Après quelques moments, le pain est enfin prêt à être mangé. Rod en prend une bouchée et réalise qu'il est délicieux, pensant à le vendre à ses clients. Il propose de payer Takumi pour avoir eu l'idée, mais Takumi explique qu'il n'a pas besoin d'argent et veut juste que le pain soit disponible à la boulangerie. Il note qu'il a eu l'idée des boulangers de son monde, donc il ne veut pas en prendre le crédit. Rod envisage d'expérimenter avec d'autres ingrédients, et Takumi demande aux enfants ce qu'ils pensent du pain. Ils lui disent qu'il est délicieux et en veulent encore. Le lendemain, Luna informe Takumi qu'il a été promu au rang E, et il se rend compte qu'il est déjà au niveau 13. Elle lui demande s'il veut aller dans le labyrinthe et lui indique où le trouver, mentionnant qu'il a 15 étages et que les aventuriers le visitent pour chasser des monstres. Il décide d'aller y jeter un œil, et elle lui dit qu'il ne pourra pas le conquérir en un jour. Takumi explique qu'il veut juste explorer le premier étage, rappelant qu'il n'est qu'un aventurier de rang E et qu'il ne survivra pas s'il va trop loin. Après un certain temps, nous voyons Takumi et les enfants dans le labyrinthe, déjà au 3e étage. Takumi remarque que les enfants lui montrent le chemin, facilitant la navigation. Cependant, il les trouve mystérieux, se demandant comment ils connaissent le bon chemin. Il réalise que l'endroit s'appelle le labyrinthe de la Terre. Soudain, une taupe bloque leur chemin, mais les enfants la battent. Son corps disparaît et il se demande pourquoi. Takumi explique que les monstres dans les labyrinthes disparaissent lorsqu'ils sont vaincus, mais laissent des objets derrière eux. Il découvre que la taupe a laissé tomber une moustache, mais ils pensent tous que c'est inutile. Ils s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe, et Takumi décide d'arrêter pour la journée, disant qu'il est temps de dîner. Il sort son poêle magique et l'utilise pour cuisiner le repas. Ils apprécient la nourriture ensemble, et les enfants passent un bon moment avant de dormir dans leur tente. Ils poursuivent leur voyage, éliminant les monstres sur leur chemin. Après quelques jours, ils atteignent le 10e étage et trouvent un coffre au trésor. Takumi pense qu'il pourrait contenir un objet rare, et les enfants l'ouvrent, découvrant 2 potions. L'une restaure le mana, et l'autre régénère l'endurance. Cependant, Takumi sait que ce sont juste des objets de Baran et qu'ils ne valent pas grand-chose. Soudain, un monstre apparaît et les enfants l'éliminent rapidement, laissant tomber sa peau. Takumi mentionne que c'est assez rare. Il remarque que les enfants sont incroyablement efficaces contre les monstres et pense qu'ils ont des instincts surhumains. Il est heureux qu'il n'ait pas été trouvé par quelqu'un qui aurait pu les exploiter, pensant que c'est la raison pour laquelle s'il était inquiet pour eux. Cependant, un serpent s'approche, et Takumi vérifie ses statistiques, réalisant qu'il est venimeux. Il dit aux enfants de reculer, pensant que c'est l'occasion idéale pour essayer sa compétence de lancer. Il lance une pierre avec une force incroyable, aveuglant le serpent, puis utilise sa compétence tranche-vent pour le découper en morceaux. Soudain, des abeilles géantes apparaissent et les enfants ont du mal à les toucher. Ils utilisent alors la compétence de lancer, mais les abeilles s'envolent, et Takumi est surpris qu'il possède aussi cette compétence. Alors qu'ils poursuivent les monstres, Takumi vérifie son inventaire et pense à la gelée de Slim, se demandant si elle est vraiment utile. Les enfants finissent par vaincre les monstres, qui laissent tomber du miel. Takumi note que c'est rare et pense que chasser les abeilles est une bonne idée. Il prépare un repas avec l'aide des enfants et décide d'utiliser le miel pour améliorer la saveur. Ils commencent à manger ensemble, trouvant la nourriture délicieuse, mais un groupe d'abeilles les approche soudainement. Il utilise ses compétences pour les éliminer, mais les enfants voient un autre groupe arriver et décident de les aider, heureux d'avoir pu récolter plus de miel. Ils atteignent finalement le 15e étage où ils voient une porte géante, pensant que le boss final les attend à l'intérieur. Ils décident d'entrer, mais la porte se ferme soudainement alors qu'un ver géant apparaît. Takumi réalise que c'est le boss final et qu'ils ne peuvent pas s'échapper à moins de le vaincre. Il dit aux enfants de le laisser s'en charger et utilise sa compétence tranche-vent, mais le boss l'esquive et commence à l'attaquer avec des orbes de sable. Takumi les détruit avec ses balles d'air et tire sa flèche de vent, qui parvient à tuer le boss. Il n'en revient pas d'avoir pu le vaincre si facilement, pensant que K lui a donné des compétences surpuissantes. Il récupère le butin tandis que les enfants le félicitent pour son travail acharné. Une porte s'ouvre et ils voient un dispositif de téléportation qui peut les renvoyer au sommet. Ils ouvrent un coffre au trésor et découvrent des bombes incendiaires à l'intérieur. Takumi note qu'elles fonctionnent comme des grenades, mais il voit les enfants jouer avec elle et leur retire en leur disant que c'est dangereux. Ils utilisent le dispositif de téléportation et sont transportés à l'extérieur du labyrinthe. Cependant, ils voient un loup étrange, et Takumi remarque qu'il a l'air dangereux. Mais il commence à remuer la queue, et Takumi constate que les enfants ne l'attaquent pas, pensant qu'il doit être amical. Il vérifie ses statistiques, réalisant que c'est une bête de rang S. Il est surpris de découvrir qu'elle a un contrat avec lui, pensant que s'il est derrière cela,
Il essaie de donner des ordres au loup, et celui-ci obéit. Les enfants commencent à l'apprécier, disant qu'il est mignon, et ils lui disent qu'ils devraient lui donner un nom. Takumi décide de l'appeler Jules, et les enfants pensent que c'est un excellent nom. Ils sont sur le point de retourner en ville, mais Takumi sait que les villageois paniqueraient s'ils voyaient Bijou. Il le cache donc dans son ombre, expliquant qu'il peut le faire apparaître au besoin. Ils se rendent à la chapelle où Takumi demande à Sil s'il a envoyé Bijou, mais il nie cela, pensant que le dieu de l'eau en est responsable. Il décide de lui donner une autre bête contractée, lui disant d'aller dans la prairie à l'extérieur de la ville le matin suivant. Takumi se demande pourquoi le dieu de l'eau lui a envoyé Bijou, et s'il pense que c'est pour le remercier. Takumi croit que c'est parce qu'il prend soin des enfants, pensant qu'ils doivent être liés au dieu de l'eau. Il reçoit un cadeau des dieux, et Sil lui dit de l'accepter. Takumi hésite, alors Sil le prévient qu'il va recevoir une punition divine s'il refuse, ce qui le pousse à accepter. Le lendemain, il se dirige vers la prairie mentionnée par Sil, et deux créatures apparaissent. Il réalise qu'ils ont de nouveaux compagnons. L'une d'elles appartient à l'espèce des tigres volants, un monstre de rang S qui contrôle le vent et vole librement dans les cieux. L'autre est un faucon tonnerre, un faucon doré utilisant la magie de la foudre et possédant une vitesse enviable. Quant à leur nom, Takumi décide d'appeler le tigre Fit et le faucon Bolt. En fait, Sil a déjà envoyé les colliers pour les animaux, de sorte qu'ils sont tous correctement équipés et domestiqués pour rejoindre les ailes blanches. Pour éviter tout problème parmi les autres personnes, ces colliers peuvent se réduire en même temps que les animaux, les faisant ressembler à des chatons et des chiots. Les enfants sont intrigués par les colliers et demandent à les porter eux aussi. Takumi explique alors que ce n'est pas une bonne idée pour eux d'utiliser de tels accessoires, car les gens trouveraient cela très étrange de voir un adulte avec des enfants portant des colliers pour animaux dans la rue. Allen et Elena sont tristes de ne pas pouvoir partager les accessoires des animaux, alors leur gardien leur donne des colliers avec des pendentifs en forme d'ange, résistant aux attaques magiques. En plus de cela, ils reçoivent l'anneau de poursuite qui révèle la position de l'utilisateur sur une carte. Enfin, ils leur offrent chacun une bourse magique pour qu'ils puissent collecter des objets pendant leurs aventures. Une fois tout cela fait, Takumi annonce qu'il est temps de retourner en ville. Il rappelle donc Bolt et garde Fit et Jules sous leur forme réduite. Une fois arrivés, Elena est enchantée par une vitrine remplie de peluches. Takumi emmène donc les enfants à l'intérieur du magasin. Il demande à la vendeuse si les rubans disponibles peuvent être utilisés comme décoration pour les cheveux et, pour 50 pièces d'or chacun, il achète les rubans pour coiffer les cheveux d'Elena. Lorsqu'elle voit sa transformation dans le miroir, c'est le coup de foudre. Voyant à quel point elle est heureuse, il lui demande de choisir un autre ruban et Elena choisit un ruban noir, car c'est la couleur des cheveux de son père. La vendeuse demande si la fille a choisi cette couleur parce qu'elle aime son père, et elle répond oui, ce qui fait très plaisir à Takumi. Ensuite, il demande à Allen s'il veut quelque chose, mais il sent que ce genre de ruban ne correspond pas à son style, alors il secoue la tête. Profitant de l'ambiance festive, la vendeuse propose d'essayer de nouveaux vêtements aux enfants et bientôt ils montrent leur charme avec les tenues les plus modernes du magasin. Takumi demande si la femme a fabriqué tous ses vêtements elle-même et elle confirme, car elle fait aussi des travaux de couture. Parmi tous les vêtements, les jumeaux préfèrent ceux avec des oreilles d'animaux, alors Takumi les achète pour faire plaisir à ses enfants. La nuit, pendant que les enfants dorment profondément, leur gardien réfléchit à quelque chose de cool à acheter pour Allen, comme il l'a fait pour Elena. Il commence à se demander ce qui plairait à un garçon de son âge. Takumi n'a reçu que des choses qui n'existent pas dans ce monde, comme des jeux vidéo, des voitures miniatures et des cartes à collectionner, alors il se sent perdu en cherchant quelque chose d'adapté. Le lendemain, il est réveillé par l'excitation habituelle de ses enfants, cette fois-ci avec le plaisir supplémentaire d'avoir des animaux pour se joindre à la fête. Aujourd'hui, l'anticipation est encore plus grande car ce serait le premier jour où il partirait en expédition dans la forêt de Gaïa avec Bolt. Pour accomplir cette mission, les ailes blanches doivent réduire le nombre de monstres posant une menace pour la forêt en enquêtant sur les nids et en les éliminant. Lorsqu'ils atteignent le capitaine, les enfants deviennent un peu timides à nouveau, surtout lorsqu'un étranger s'approche de leur père pour se présenter comme le vice-capitaine. Son nom est Isaac Risney et il semble accueillir la participation des adultes, mais il se demande si les enfants seraient vraiment en sécurité dans un environnement hostile de rang A. Le capitaine tente de détendre l'atmosphère en commentant que les enfants sont plus forts qu'ils n'en ont l'air, mais Allen et Elena réagissent en se cachant encore plus derrière les jambes de leur gardien. Takumi s'excuse pour la timidité des enfants et tente de les encourager à sortir de leur coquille, mais il semble qu'il leur faudra un peu de temps pour baisser leur garde. Quoi qu'il en soit, Volt annonce qu'ils utiliseront des carrioles pour se rendre à la forêt de Gaïa et demande à tout le monde de monter à bord. Takumi remarque quelqu'un qui les regarde étrangement. Ressentant les émotions de ses enfants, il réalise qu'ils ont également perçu une certaine hostilité, supposant que c'est parce que certains aventuriers n'acceptent pas la présence d'enfants lors de telles expéditions. En route pour la mission, Isaac explique qu'il leur faudra environ 1 heure pour atteindre la forêt, alors Takumi dit aux enfants que ce sera peut-être un trajet ennuyeux, mais ils sont d'accord avec cela. Deux aventuriers commencent à encourager les enfants, disant qu'ils ont hâte de travailler en équipe avec eux,
ce qui les laisse stupéfaits, comme s'ils ressentaient le poids de la responsabilité sur leurs épaules. Alors que la carriole avance, Takumi sent que les enfants deviennent plus à l'aise, à son grand soulagement. Bientôt, ils arrivent à l'orée de la forêt de Gaïa et Volt annonce son plan de chasse de 5 jours, avec chacun des 3 bataillons prenant des routes différentes pour atteindre le camp. D'abord, le capitaine présente Takumi au groupe d'aventuriers rejoignant la cavalerie. Leur chef est Rudolf de Souffle du Dragon, qui est impatient de travailler avec tous les membres de l'expédition. La fille s'appelle Iris, tandis que le garçon en chemise verte s'appelle Gilm, et celui en bleu, Zack. Rudolf est un aventurier de rang A, ce qui impressionne Takumi, qui est impatient de travailler avec un aventurier de si haut niveau. Avec cela, Volt appelle tout le monde à se mettre en route et, en chemin, les jumeaux démontrent leur capacité perceptive en identifiant la présence d'ennemis à proximité. Takumi avertit qu'un monstre arrive par la gauche, bien que personne d'autre ne puisse le voir. Ironiquement, la magie de détection de Gilm, qui repose sur un signal magique, ne détecte rien, tandis que la pure perception des jumeaux est bien plus efficace pour sentir les hostilités environnantes. Après un moment, Gilm finit par détecter la présence et le groupe passe en mode combat. Bientôt, un loup rouge émerge de la forêt, surprenant les aventuriers. Cependant, contrairement aux autres, Allen et Elena sont ravis par la présence de l'animal et courent jouer avec lui, ce qui rappelle à Takumi qu'il a oublié de leur dire de rester tranquillement dans un coin. Allen donne un coup de pied à la bête, suivi par Elena, et à eux deux, ils vainquent l'ennemi en quelques secondes, laissant tout le monde bouche bée. Comme d'habitude, Takumi caresse la tête des enfants pour les féliciter de leur victoire, mais leur demande de se reposer et de laisser les autres avoir leur tour à la chasse également. Pendant ce temps, Volt veut savoir ce qu'il vient de voir, car les loups rouges sont des créatures de rancée. Leur père mentionne le jour où les jumeaux ont terrassé un homme adulte à la guilde des aventuriers. Bien que ce soit effectivement une scène impressionnante, le capitaine pense que cela n'est arrivé que parce que l'homme avait baissé sa garde. Il ne croit pas que ces enfants sont de véritables machines à tuer capables d'abattre des bêtes sauvages d'un simple coup de pied. Comme il l'a mentionné auparavant, Takumi se rappelle avoir trouvé les jumeaux dans la forêt de Gaïa, ce qui laisse les aventuriers sous le choc en réalisant que 2 enfants ont survécu dans une forêt aussi dangereuse. Cela explique beaucoup de choses sur la force impressionnante des 2 petits. Au milieu de tout cela, s'il observe le voyage et regrette d'avoir mis Takumi dans cette situation. Tout ce qu'il peut espérer, c'est que celui envoyé dans ce monde réussira sa mission. Il prie les dieux pour la sécurité du trio. Allen et Elena menacent cette sécurité en courant soudainement dans la forêt, poussant leur père à les poursuivre pour voir ce qui s'est passé. Il s'avère qu'ils ont trouvé de l'herbe spirituelle, une herbe médicinale aux propriétés magiques qui sert également d'ingrédient pour les potions. Malgré avoir reçu encore plus de caresses pour avoir trouvé cet objet, Takumi leur rappelle à nouveau qu'ils ne peuvent pas courir partout dans la forêt comme des fous. Mais avec leur visage triste et adorable, ils cèdent et les laissent se promener plus profondément dans les bois. Bientôt, ils trouvent de la mousse rocheuse gluante, un remède efficace contre les démangeaisons mais qui peut provoquer des éruptions cutanées en cas de contact direct avec la peau. Isaac se rappelle que son capitaine a utilisé cette mousse pour traiter ses crises de démangeaison. Volt s'excite à l'idée de collecter autant de cet ingrédient que possible, mais avant de pouvoir le toucher, Isaac l'avertit des éruptions cutanées et réprimande son supérieur, soulignant que même les enfants sont plus intelligents en appelant un adulte avant de toucher la plante. Takumi trouve cette dynamique entre les 2 étrange, mais un des aventuriers explique que cela a toujours été ainsi. Pour aggraver les choses, les réprimandes semblent durer plus d'1 heure, alors Takumi appelle les enfants et leur demande de faire quelque chose discrètement. Les jumeaux tirent la cape d'Isaac et lui tendent un sac de la mousse, rendant le vice-capitaine ravi du cadeau des petits, ce qui lui fait oublier de réprimander Volt à nouveau. Une fois de plus, Allen et Elena restaurent la paix avec leurs compétences variées. Cependant, la paix est de courte durée car un orc supérieur s'approche, accompagné de 6 orques plus petits. Rudolf s'engage à affronter l'ennemi principal tandis que Takumi se joint également au combat. Volt doute que Takumi puisse gérer un orc, mais le garçon prouve le contraire en abattant l'un des monstres avec son classique vent tranchant. En même temps, les capitaines repoussent les autres orques et Rudolf combat leur chef. Après la victoire, Volt demande une explication sur la façon dont l'aventurier supposément inexpérimenté a annihilé un orc en un seul coup. Les jumeaux n'apprécient pas l'approche du capitaine et le regardent comme des chiens en colère. Néanmoins, l'homme découvre que le rang F de Takumi est une supercherie et suggère à Rudolf d'ajuster le rang du garçon une fois de retour à la guilde des aventuriers. Takumi ne comprend pas comment Rudolf peut augmenter son rang simplement en demandant, alors Rudolf explique qu'une recommandation d'un aventurier de haut niveau suffit pour que le maître de guilde augmente le rang de quelqu'un selon le cas. Revenant à la bataille récente, l'aventurier de rang A note que de nombreux orques se trouvent à la lisière de la forêt et que l'atmosphère environnante est étrangement calme. Isaac partage la même inquiétude, car il est rare qu'un tel groupe de monstres soit présent là-bas, considérant cela comme un mauvais présage. D'un air sérieux, Volt annonce qu'une enquête complète sera menée jusqu'à ce que les jumeaux interrompent et demandent à leur daron une collation fraîche. Pendant le repas, le capitaine interroge Takumi sur la manière dont il a obtenu du pain fantôme,
nommé ainsi pour sa rareté extrême dans les boulangeries. Takumi explique que le boulanger l'a fait personnellement pour lui, ce qui rend Volt suffisamment envieux pour demander aux enfants une bouchée. Lorsqu'ils refusent, leur gardien n'a d'autre choix que de fournir une autre miche pour le grand enfant, décidant de la partager avec toute l'équipe de l'expédition. Plus tard, il voit une fusée rouge dans le ciel et se précipite pour vérifier l'urgence. Pour se rendre plus vite sur place, Takumi utilise la magie du vent et porte Allen et Elena avec lui. En se cachant, ils aperçoivent 4 loups de sang poursuivant un autre groupe d'humains, une race plus avancée que le loup rouge. Avec des personnes blessées sur le terrain, Takumi décide d'inaugurer son katanado et combat les loups aux côtés des jumeaux. La victoire est si rapide que le reste de l'équipe arrive alors que tout est déjà résolu, surpris de voir que Takumi est bien plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Takumi ne se rend pas compte de ce qu'il vient de faire car ces monstres sont censés être des cas particuliers même pour des aventuriers de rang A. Toutefois Volt est content que Takumi ait été là pour leur sauver la mise. Volt plaisante en disant que le garçon est trop maigre pour sembler si puissant, ce qui fait grogner à nouveau les enfants contre lui. Après cela, Takumi et les enfants ressentent une autre présence dangereuse, cette fois encore plus puissante. Takumi a dû intervenir et donner quelques leçons de cuisine aux chevaliers. Après leur session de chasse aux monstres, la nourriture qu'ils avaient préparée était immangeable. Volt a expliqué qu'il était compréhensible qu'ils ne sachent pas cuisiner puisqu'ils étaient des chevaliers. Takumi a donc suggéré que Mademoiselle Iris prépare quelque chose, mais un des aventuriers a immédiatement refusé car Iris fait un ragoût terrible, mais pas dans le bon sens. Takumi a été surpris que personne ne puisse faire un repas décent. Il voulait seulement le meilleur pour les enfants, alors il a décidé d'intervenir et de tout faire lui-même. Il a informé les chevaliers de sa décision, a mis un tablier et a guidé les autres chevaliers sur les bons ingrédients et proportions pour le repas. Après une période intense, ils ont enfin préparé un repas convenable que tout le monde a accepté avec plaisir car il sentait divinement bon. Ils se sont tous jetés sur leur dîner sans hésitation, félicitant Takumi pour un travail bien fait. Ils ont vidé la marmite, ce qui a rendu Takumi fier de les satisfaire à ce point. Ils se sont endormis le ventre plein et se sont réveillés le lendemain matin en s'attendant à un autre cours de cuisine de maître de Takumi, qu'il a accepté comme le prix à payer pour avoir préparé un si bon repas la veille. Takumi s'est résigné à son sort à contre-séure, lorsqu'il a soudainement ressenti que quelqu'un l'espionnait avec de mauvaises intentions. Il a regardé en direction de ce regard, mais n'a vu personne. Il est allé consoler les enfants car il savait qu'ils seraient effrayés après ce regard malveillant. Ils ont continué l'expédition et Volt a confirmé qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la forêt. Rudolf l'a confirmé car leur rencontre avec des monstres était à un niveau record. Takumi a demandé au duo de quoi il parlait lorsque Tira, le troisième capitaine, s'est soudainement retourné pour le remercier de l'avoir secouru la veille. Takumi est content de le voir sur pied au vu de ses blessures, mais le capitaine lui a dit qu'il ne pouvait pas rester inactif après l'incident de la veille. Volt a exprimé à quel point il était inhabituel que des monstres attaquent en groupe. Tira a également exprimé son inquiétude car il n'avait pas vu d'autres monstres malgré leur progression plus profonde dans la forêt, contrairement à ce qui se passe habituellement. Bien que Takumi soit préoccupé par le sujet de la discussion, il est constamment distrait par le regard malveillant qu'il reçoit de temps en temps. Il regarde autour de lui pour essayer de trouver l'origine de ce regard lorsque les enfants s'exclament soudainement. Takumi regarde en direction de leur regard et remarque un énorme serpent les regardant calmement. Il se blâme pour avoir détecté le monstre en retard car il était distrait par le regard malveillant. Il pointe le monstre à tout le monde et ils sont surpris qu'un serpent maléfique les attaque. Volt ordonne au groupe d'expédition de se retirer alors que le monstre descend soudainement de l'arbre et les attaque. Il écrase les aventuriers avec son corps puissant et abat certains chevaliers avec sa queue. Les enfants veulent engager le monstre en combat, mais Takumi les retient pour qu'ils ne se blessent pas. Le serpent se jette sur eux et Takumi lance son sort de coupe-vent, mais le monstre l'esquive facilement à sa grande surprise. Tira lance un sort de terre de haut niveau pour immobiliser temporairement le monstre. Rudolf réalise qu'il serait difficile de vaincre le monstre en raison de sa puissance. Ils ont compris que le monstre était la cause de l'anomalie de la forêt. Rudolf ordonne aux blessés de se retirer car il gênerait la bataille. Volt met Isaac en charge des blessés tandis que Takumi dit aux enfants de se retirer car le monstre est trop dangereux. Rudolf demande à Iris, Jim et Zach de le soutenir afin qu'ils puissent unir leurs forces pour abattre le monstre. Ils essaient d'attaquer le monstre, mais leur attaque ne laisse même pas une égratignure parce que les écailles du serpent sont trop épaisses. Takumi se rappelle que les écailles du monstre sont résistantes aux attaques physiques et magiques. Le monstre attaque à nouveau avec sa queue, et ils s'écartent tous pour ne pas être touchés, sachant que ce serait fatal. Pendant que les blessés sont soignés, le serpent se tourne pour terminer le travail, mais Takumi bloque son chemin avec son sort de coupe-vent, faisant tomber quelques arbres. Volt essaie de combiner le feu avec son coup d'épée pour abattre le monstre, mais c'est inefficace contre lui. Iris et Zach attaquent le serpent avec leur sort magique, mais cela ne fait aucun dégât. Takumi essaie de se rappeler la faiblesse du serpent, mais le monstre ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Takumi remarque les enfants accrochés au corps du serpent pendant qu'il attaque et il les avertit que le serpent pourrait être dangereux. Le serpent tourne son attention vers les enfants,
et Takumi utilise cette opportunité pendant que le serpent est distrait pour invoquer un poignard de son inventaire. Il lance le poignard sur le serpent, qui s'enfonce dans son œil, le blessant. Volt félicite Takumi pour avoir blessé le serpent, mais Takumi ressent soudainement à nouveau le regard inquiétant dans son dos. Les enfants sont distraits par le regard et le serpent en profite pour les renverser avec sa queue. Takumi s'inquiète pour la sécurité des enfants, mais ne peut pas détourner son attention du serpent sinon il blesserait les enfants. Iris court vers les enfants pour les soigner, et Rudolph assure à Takumi que les enfants vont bien car ils sont déjà debout. Takumi demande à Rudolph de lui faire gagner du temps parce qu'il veut lancer un sort avancé devant, ce qui surprend Rudolph, car il n'a jamais vu Takumi lancer un tel sort. Takumi dit à Rudolph de donner l'ordre à tout le monde de se retirer derrière lui quand il donnera le signal pour que personne ne soit blessé. Les aventuriers occupent le serpent pendant que Takumi prépare son sort magique. Il donne le signal à Rudolph, qui ordonne à tout le monde de se retirer. Takumi récite l'incantation du sort et le lance sur le serpent, le découpant complètement en morceaux. Plusieurs arbres tombent soudainement sous l'impact du sort de Takumi, ce qui fait que le groupe d'expédition se précipite pour se mettre en sécurité. Takumi se rend compte qu'il a mis trop de magie dans son sort. Rudolph est stupéfait par la puissance magique de Takumi, mais le félicite pour les avoir sauvés du serpent. Il conseille à Takumi de rassembler autant de matériaux du serpent qu'il peut, car ils sont utiles. Les enfants accourent soudainement, félicitant Takumi pour sa force. Takumi s'inquiète pour eux et leur demande s'ils sont blessés. Il le rassure en disant qu'ils vont bien et que leurs blessures sont toutes guéries. Takumi est heureux de l'entendre et remercie Iris pour avoir soigné les enfants. Iris lui dit que les enfants n'avaient que des égratignures, ce qui la surprise car elle s'attendait à ce que leurs blessures soient plus graves. Takumi se rend compte que les enfants ne sont pas normaux car leurs corps sont trop robustes. Il savait qu'un enfant normal aurait eu plus que quelques égratignures après l'attaque du serpent. Il espère que les enfants ne seront pas exposés à un tel danger à l'avenir, quand il ressent soudainement à nouveau le regard malveillant dans son dos. Il marche dans la direction du regard, ignorant les louanges de Volt, et renverse un chevalier, à la surprise de tous. Il tient son épée à la gorge du chevalier, le menaçant de ne pas bouger, et Volt s'approche, se demandant pourquoi il menace le chevalier. Takumi lui dit d'interroger Sagesse, le chevalier, et Volt demande à Sagesse s'il a fait quelque chose de mal. Sagesse nie toute faute, mais Takumi résume sa défense comme des mensonges. Takumi est surpris que Sagesse n'ose pas parler après avoir nourri une telle intention malveillante contre lui. Rudolph soutient les affirmations de Takumi après avoir remarqué que Sagesse le regardait avec une intention malveillante depuis qu'ils s'étaient regroupés. Il savait que Takumi en avait assez de ses manigances parce que son regard distrayait les enfants, entraînant des blessures. Volt se demande pourquoi Sagesse avait une telle intention malveillante contre Takumi, mais Sagesse affirme que Takumi ment contre lui. Takumi en a marre de la démonstration de Sagesse et lui demande de dire la vérité parce que Rudolph a déjà soutenu ses affirmations. Sagesse dit à Takumi qu'il est à blâmer pour son malheur parce qu'il a attiré l'attention de Volt. Takumi essaie de comprendre ce que Sagesse sous-entend, et Isaac explique que Sagesse a de forts sentiments pour le capitaine. Takumi comprend maintenant que Sagesse le regardait avec haine parce qu'il se rapprochait trop du capitaine et pensait qu'il interférerait dans leur relation. Volt nie toute relation avec Sagesse, qui essaie de lui faire avouer, mais Volt rejette ses avances. Takumi taquine Volt en disant qu'il est la cause de ses problèmes, mais Volt lui dit qu'il n'y est pour rien. Isaac s'excuse sincèrement auprès de Takumi d'avoir été pris dans les affaires des chevaliers en raison de leur manque de supervision. Il assure à Takumi que l'offenseur sera dûment puni, et Takumi prend ses paroles au sérieux. Tira exprime son inquiétude pour les enfants parce qu'ils ont été blessés, mais il le rassure qu'ils sont tous guéris. Takumi dit à Volt qu'il devrait être en partie responsable parce qu'il a négligé l'intention malveillante. Il avertit Sagesse qu'il ne le pardonnera pas à l'avenir si un tel incident se reproduit. Isaac le remercie pour sa considération. Rudolph s'approche soudainement de Takumi, heureux que la discussion soit terminée, et lui dit qu'il meurt de faim après avoir dépensé tant d'énergie pour abattre le serpent. Tout le monde dans le groupe d'expédition fait l'écho à la plainte de Rudolph, suppliant Takumi de leur préparer quelque chose à manger. Takumi n'en a pas envie à cause du comportement d'un des chevaliers qui a blessé les enfants, mais il change d'avis lorsque les enfants insistent pour dîner avec le reste du groupe d'expédition. Takumi accepte de préparer le repas et demande de l'aide aux membres du groupe d'expédition. Les enfants offrent leur aide pour le repas, mais font une erreur et perdent toute motivation. Takumi les rassure qu'ils s'amélioreront avec plus de pratique, et ils se réjouissent en réalisant qu'Iris n'est pas beaucoup mieux pour aider Takumi. Après le dîner, Takumi regarde ses statistiques et se rend compte qu'il a considérablement monté de niveau. Il remarque qu'il a une nouvelle catégorie d'invocation et peut maintenant utiliser la magie de l'eau. Il décide d'essayer la magie de l'eau à l'avenir quand il en aura l'occasion. Volt s'approche de lui pour s'excuser pour les événements de la journée, et les enfants lui offrent un siège. Volt accepte volontiers le siège et informe Takumi qu'il met fin à leur expédition. Takumi et les enfants sont surpris par cette décision, mais Volt explique qu'il serait dangereux de continuer parce qu'ils ont beaucoup de membres blessés. Il informe Takumi qu'ils quitteront la forêt le lendemain matin, ce qui complétera sa quête.
Il rappelle à Takumi de prendre sa récompense à la guilde lorsqu'ils retourneront, et les enfants sont ravis que l'expédition soit terminée, exprimant combien ils se sont amusés. Volt promet de les inviter pour la prochaine expédition, mais Takumi n'est pas enthousiaste car il veut une pause. Le lendemain, Takumi retourne à la guilde où il est accueilli par Luna qui l'attendait avec enthousiasme. Elle le conduit à une salle où le maître de la guilde, Johan, l'attend. Johan se présente et Takumi se présente ainsi que les enfants à Johan. Johan mentionne les informations de Rudolf et Volt concernant le rang de Takumi, mais il n'est pas convaincu parce que Takumi ne semble pas forte à ses yeux. Cependant, en raison des recommandations de 2 personnes de haut rang, le maître de la guilde envisage de le promouvoir au rang d'aventurier de rang A. Luna est excitée à l'idée que Takumi soit promu à un rang aussi élevé en si peu de temps, mais Johan la calme. Il explique que les exploits de Takumi lui ont valu ce rang et s'excuse de ne pas lui avoir accordé son rang plus tôt. Takumi lui dit qu'il est plus que satisfait d'être un aventurier de rang A. Johan demande à Takumi ce qu'il fera des enfants parce que leur baran influencera le rang de leur groupe, l'empêchant de prendre des quêtes de niveau supérieur. Il précise également que faire monter en grade les enfants attirera des mauvaises intentions. Takumi demande l'avis des enfants et décide de leur faire monter d'un niveau. Johan est satisfait de cette décision car leur groupe deviendra de rang C, permettant à Takumi de prendre des quêtes de rang B. Il demande à Luna de s'occuper de la paperasse et les enfants présentent leur carte d'identité au comptoir de la réception. Elle évalue leur carte et est surprise qu'ils aient exploré le labyrinthe jusqu'au dernier étage en seulement quelques jours. Elle informe Takumi qu'il vient de battre un record, mais Takumi lui demande de garder cela secret pour éviter de mettre en danger les enfants en attirant l'attention sur eux. Luna décide de répondre à sa demande, bien qu'elle ne pense pas que quelqu'un serait assez déraisonnable pour combattre la personne qui a abattu un serpent. Elle termine le processus de montée en grade et leur présente leur nouvelle carte d'identité et les bénéfices de l'expédition. Takumi est sur le point de quitter la guilde pour rentrer chez lui, mais Luna l'arrête en lui demandant les matériaux qu'il a collectés lors de l'expédition. Rudolf lui avait déjà dit qu'ils avaient abattu un loup rouge et un serpent maléfique, donc elle attendait avec impatience d'obtenir les matériaux de Takumi. Takumi lui dit qu'il ne peut pas vendre les matériaux à la guilde, alors elle le conduit à un entrepôt sécurisé. Takumi décide de garder un tiers des matériaux de l'expédition et de vendre le reste. Il vide également son inventaire de son exploration du labyrinthe et Luna achète tout avec plaisir. Il quitte la guilde et retourne à leur lodge, où Takumi, épuisé, s'endort immédiatement après leur arrivée. Alors que le ciel commence à éclaircir l'horizon, Takumi est allongé paisiblement sur l'herbe verte du champ, regardant avec amour les enfants jouer avec les animaux. À un moment donné, il devient curieux de l'interaction entre les jumeaux et les animaux de compagnie, alors il s'approche pour voir ce qui se passe. Les garçons essayaient d'apprendre aux animaux à parler, et même s'ils ne savaient pas si c'était possible, leur père les encourage à essayer. En parlant d'enseignement, en utilisant la récompense que l'équipe gagne de ses missions, Takumi demande aux garçons de compter les pièces, en expliquant la différence de valeur entre les pièces de cuivre, d'argent et d'or, qui dépendent aussi de la taille pour leur valeur. Profitant de l'enthousiasme des enfants, il leur demande de collecter des pièces totalisant 54 pièces d'or. Allen et Elena mettent leurs têtes ensemble et calculent le montant nécessaire. Ensuite, Takumi continue de rendre les défis plus difficiles, montrant qu'il n'oublie pas sa responsabilité d'éduquer les petits sur des choses de la vie qui ne concernent pas nécessairement être un aventurier. En parlant de cela, après ces exercices de mathématiques, il est temps d'aller faire du shopping. Regardant autour comme si c'était un parc d'attractions, les jumeaux sont enchantés par les marchands offrant leurs marchandises, comme des plantes pour embellir la maison ou des légumes frais pour remplir leur ventre. Au stand de fruits, le vendeur accueille gentiment les petits, alors Takumi demande à Allen de choisir la nourriture qu'il veut, sans oublier de dire s'il te plaît. Allen demande 5 fruits de guérison pour un total de 35 pièces d'or, qu'Allen sépare de l'argent dans sa poche et reçoit les félicitations de son tuteur pour un travail bien fait. Maintenant, c'est au tour d'Elena, qui demande 5 pommes coûtant 30 pièces d'or. Tout comme son frère, Elena sépare le montant correct et reçoit aussi de l'affection de son père. Le vendeur complimente la capacité des enfants à calculer, renforçant la confiance du gardien, qui rend poliment l'appareil. Ensuite, il se dirige vers une librairie car, pendant qu'Allen et Elena cherchent quelque chose d'intéressant, Takumi peut acheter un livre qui lui apprend à utiliser la magie de l'eau qu'il a apprise. En regardant l'un des livres, il voit que les 2 petits sont inactifs, alors il explique qu'il regarde et interprète les lettres selon leur signification. Comme d'habitude, les frères et sœurs sont intéressés à apprendre. Pendant ce temps, une vieille dame s'approche de Takumi, charmée par l'énergie des enfants. Ayant entendu ce qu'il disait, elle commente qu'elle a des cahiers d'exercices d'écriture et des livres illustrés pour les enfants. Heureux, les jumeaux remercient la dame pour son aide, et elle félicite aussi leur tuteur pour leur éducation, le rendant une fois de plus timide. En quittant la librairie, Takumi avoue que cela fait du bien de recevoir tant de compliments car cela indique qu'il est sur la bonne voie pour élever Elena et Allen. Un jour plus tard, le groupe retourne à la guilde pour reprendre le travail. Après un certain temps, la mission était de trouver un chat noir avec des pattes blanches nommé Mina. Suivant l'indice du flyer,
Takumi emmène les jumeaux à l'endroit où Mina s'est perdue. Avec l'aide de Jules, Fit et Bolt, tout le monde se mobilise pour trouver le chat, cherchant chaque ruelle, coin et toit. Le groupe n'épargne aucun effort pour atteindre l'objectif, et Bolt offre un excellent soutien aérien avec sa vue privilégiée des environs. Takumi trouve un chat tigré mais le rejette car ce n'est pas celui qu'il cherche. Allen aperçoit une queue de chat noir, mais il s'avère être un autre chat avec de la fourrure blanche. Elena tombe sur Fit, qui se cachait dans un buisson du quartier. Après avoir cherché longtemps, les jumeaux perdent un peu d'enthousiasme, mais Takumi essaie de remonter leur morale pour un dernier effort. En reprenant la recherche, l'équipe rencontre toutes sortes de chats sauf le noir. Après un autre tour infructueux, les enfants semblent encore plus découragés, alors Takumi demande s'ils veulent abandonner. Cette question ravive les petits qui décident d'aller jusqu'au bout. Le tuteur demande où il prévoit de chercher ensuite, et les enfants et les animaux pointent dans la même direction. Après un certain temps de recherche, il voit une ombre passer devant le groupe, se révélant bientôt être un chat noir derrière des barils. Takumi compare le chat au dessin sur le flyer, et toutes les caractéristiques correspondent parfaitement. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il avertit les enfants qu'approcher imprudemment effrayera l'animal, donc ils doivent s'approcher discrètement. Les jumeaux s'approchent sur la pointe des pieds de Mina, qui tremble de peur et menace de réagir violemment. Allen agite alors sa corde à plumes pour attirer le chat calmement, faisant en sorte que Mina se calme devant l'accessoire suspendu. Après avoir récupéré l'animal perdu, l'étape suivante est de le nourrir, alors Takumi prend du lait de son inventaire. Ensuite, il retourne à la guilde et livre le chat à son propriétaire qui attendait l'animal. Allen et Elena, voyant la réaction de joie de la propriétaire en retrouvant sa bien-aimée Mina dans ses bras, ressentent le désir de trouver un autre animal perdu pour apporter cette même satisfaction en accomplissant la tâche. Après avoir demandé à Takumi, il interroge Luna s'il y a une autre mission comme celle-ci. Malheureusement, il n'y en avait pas, mais la réceptionniste propose une mission de chasse aux gobelins qui émerge dans le village voisin, terrorisant les gens et les animaux de la région. Ce n'est pas exactement une mission pour les bas niveaux, mais comme le paiement n'est pas élevé, les aventuriers plus expérimentés ne veulent pas la prendre. Alors, après avoir accepté la mission, ils se mettent en route pour une autre mission de guilde sur le dos de leurs animaux. Arrivés au village, Jules et Fit reprennent leur forme plus petite pour éviter les ennuis, tandis que Bolt reste calmement dans les airs. À la porte du village, les gardes semblent méfiants envers les voyageurs et les accueillent rudement. Takumi explique qu'il est venu avec son groupe d'aventuriers après avoir accepté une mission de la guilde Shirin pour chasser les gobelins, alors le garde emmène l'étranger chez le chef du village. À l'intérieur du mur, Takumi commente que le garde est vraiment vigilant envers quiconque arrive, et il répond que les attaques de gobelins sont devenues plus fréquentes, se produisant plusieurs fois par jour. En atteignant la destination, le chef remercie les jeunes pour leur aide, tandis que Takumi va droit au but et demande des informations sur les envahisseurs. Avant de répondre, le chef demande quand les compagnons aventuriers arriveront, ne croyant pas qu'il fera face aux gobelins avec seulement l'équipe qu'il a amenée. Takumi comprend la préoccupation, car un jeune homme et 2 enfants ne ressemblent pas exactement à une unité d'extermination professionnelle. Pour changer un peu la perception du leader local, il montre son identité de guilde rang A. Juste à ce moment, un garde se précipite pour signaler que le village est attaqué. Takumi demande à tout le monde de fuir vers un endroit sûr car il s'occupera de la situation. Le chef demande si l'aventurier va vraiment emmener les enfants avec lui, alors qu'ils couraient vers leur tuteur. Takumi explique qu'il est plus facile de les protéger à ses côtés que de les laisser quelque part où il ne peut pas nécessairement contrôler la situation. Bientôt, la région se transforme en chaos absolu et les habitants du village fuient en quête d'abri. Une femme trébuche et est à la merci d'un gobelin, alors l'aventurier étranger repousse la créature avec un coup d'air et la sauve avant de libérer les enfants pour l'action. Takumi leur demande d'être prudents, et en plus des enfants, il laisse aussi les animaux rejoindre le combat mais demande aux 2 quadrupèdes de rester dans leur forme réduite. Sans délai, le quintet charge les gobelins envahisseurs et en bat la plupart jusqu'à ce que le chef du groupe repère l'ennemi le plus grand jusqu'à présent, un soldat gobelin qui semble menaçant. À cause de cela, Takumi décide de prendre cet adversaire en main, mais Allen et Elena l'anticipent et donnent un coup de pied au monstre, le terrassant sans aucun problème. Après la bataille, Takumi rassemble l'équipe pour féliciter tout le monde jusqu'à ce qu'il entende une voix venant de Jules par télépathie. Après avoir vaincu les gobelins, le loup a acquis cette capacité. Après le choc initial, la première chose que demande Takumi est de ne pas être appelé maître, ce que Jules a fait en obtenant sa voix. Il préfère être appelé simplement par son nom. Jules n'est pas trop fan de l'idée, alors Allen et Elena conseillent à l'animal l'appeler Taku, comme ils le font, ce qui plaît au loup. Peu après, Fit appelle le jeune homme Monsieur Taku tandis que Bolt l'appelle Monsieur Takumi. Ravi, Takumi est enchanté de voir les animaux parler et de confirmer que Fit est effectivement une femelle comme il le soupçonnait. Maintenant qu'ils peuvent parler, les animaux expriment leur désir de renforcer encore plus leur lien avec les enfants, qui sautent de joie en entendant cela. En fin de compte, les leçons d'Allen pour apprendre aux animaux à parler ont porté leurs fruits. Comme d'habitude, Takumi tapote les jumeaux sur la tête pour leur excellent travail. Maintenant qu'ils peuvent parler,
les animaux veulent aussi des tapotements sur la tête, qu'ils obtiennent sans problème. Cependant, malgré ce moment de camaraderie, de la fumée apparaît dans le village, alors Bolt vole pour vérifier la source. Avant de le rejoindre, Takumi présume qu'il est temps de mettre en pratique sa magie de l'eau après avoir passé la nuit à lire les bases de ce type de sort dans le livre qu'il a acheté. En atteignant la source de l'incendie, Takumi concentre son mana dans ses mains pour créer une boule d'eau. Malgré sa confiance, la magie s'est avérée comme un avion en papier un jour sans vent. Embarrassé, il essaie de nouveau en effectuant le même mouvement et en lançant la boule d'eau, mais une fois de plus, rien ne se passe. À la troisième tentative, il prend une pause sinistre et utilise ses deux mains séparément pour conjurer deux boules d'eau. En les lançant, Takumi ressent la même gêne qu'avant. Dépité, le garçon baisse la tête et demande à Jules d'éteindre le feu. Le loup semble être un camion de pompiers à quatre pattes en éteignant le feu tandis que Takumi sombre dans les débuts d'une légère dépression à cause des contretemps frustrants. Suivant l'exemple de leur oncle, Allen et Elena le tapotent sur la tête en lui rappelant qu'il n'est pas seul dans cette situation. Avec tout résolu, les aventuriers disent adieu au village, collectent leur récompense à la guilde et rentrent chez eux pour un repos bien mérité. Après tout, Takumi a passé toute la journée à courir après un chat avec les enfants et à tuer une horde de gobelins. Takumi pensait que les jumeaux seraient épuisés, mais ils apparaissent bientôt en lui demandant de leur lire une histoire, prouvant une fois de plus que les enfants ont un réservoir d'énergie supplémentaire. Le livre parlait des poissons de l'océan, quelque chose que les enfants ne connaissaient pas, alors Takumi a une idée. Le lendemain matin, il informe les capitaines de Shirin qu'il quittera la ville pour montrer le monde aux enfants, en commençant par Belay, la ville de la plage du Sud. En recevant cette nouvelle, Isaac commente que Volt ne pouvait pas cacher sa joie en découvrant que Takumi et les enfants ne quitteraient pas le royaume puisque Belay n'est pas loin. Le capitaine avoue qu'il serait bon d'avoir ces trois-là dans les parages en cas d'invasion de Shirin. Après cela, il est temps de dire au revoir à Luna qui, accro aux matériaux rares, voulait seulement savoir quels objets seraient sur sa table au retour de l'aventurier. Ensuite, les ailes blanches demandent à Michel et Rod, la famille de boulanger, une grande quantité de pain à la crème et d'anko, ainsi que du pain aux fruits de coucourou fait dans un moule spécial qu'il a préparé. Ils s'arrêtent bientôt à la boutique de vêtements et reçoivent un cadeau d'adieu de la part du propriétaire. Enfin, Takumi va au sanctuaire pour informer Syl du voyage, et le dieu est triste parce que l'humain ne l'a pas beaucoup visité dernièrement. Avec cela en tête, Takumi promet de trouver une statue de la divinité du vent pour communiquer avec lui quand il atteindra l'océan du Sud. Cependant, en quittant le sanctuaire, un homme prétend que les enfants lui appartiennent. Ils se souviennent du moment où le marchand les a utilisés comme appât lorsque des monstres ont attaqué la charrette, jetés violemment au sol. Ils ont été laissés pour morts avant que les loups sauvages n'interviennent. Cela traumatise les enfants et rend impossible de cacher leur peur lorsqu'ils rencontrent cet homme à nouveau, qui continue de crier qu'ils sont sa propriété. Takumi vérifie le statut de l'homme et découvre qu'il est un marchand d'esclaves. Takumi répond que les deux petits sont ses frères et sœurs, et non ceux que l'homme recherche. Cela ne fait qu'énerver davantage l'homme, car les jumeaux sont indubitablement reconnaissables. Takumi, qui ne sait pas exactement ce qui s'est passé, commence à supposer que c'est cet individu qui a laissé Allen et Elena servir d'appât. Après tout, l'esclavage existe à Ertedia et les esclaves sont marqués d'un contrat magique pour prouver leur statut, bien que les jumeaux n'aient pas cette marque. Quoi qu'il en soit, la haine de Takumi pour l'homme est indéniable pour ce qu'il a fait à deux enfants sans défense, mais ce n'est pas le moment de laisser sa colère prendre le dessus, il doit protéger les deux enfants. À ce moment-là, la patrouille de la ville arrive pour vérifier la situation, et le marchand accuse Takumi de voler sa marchandise. Les gardes demandent ce qui a été volé, et quand l'homme répond, il n'aime pas entendre comment il se réfère aux enfants. Takumi demande une preuve que les deux appartiennent au marchand, puisqu'aucun des deux n'a de marque d'esclave. Lorsque le marchand est à court d'arguments, Takumi saisit l'occasion pour l'accuser de tenter de kidnapper les enfants en utilisant une fausse revendication de propriété. Les gardes ne savent pas quoi faire jusqu'à ce que Volt et Isaac apparaissent par coïncidence et résolvent immédiatement le problème. Après que l'homme soit emmené au poste, les capitaines expliquent qu'ils sont venus seulement pour dire au revoir à Takumi et aux enfants, en assurant à Takumi qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'ils témoignent qu'Allen et Elena sont bien les frères et sœurs aventureux, de sorte qu'ils ne peuvent jamais être appelés esclaves à nouveau. Takumi fait comprendre aux deux enfants qu'il sera toujours à leur côté pour prendre soin d'eux, contre vent et marée. Allen et Elena commencent à pleurer et à serrer leur oncle dans leurs bras. Lors des adieux officiels, Isaac donne à Takumi une invitation de leur Belay, qui devrait être utilisée pour toute assistance que le seigneur peut fournir dans la ville côtière du Sud. Comme les responsables ont de l'influence dans la région, ils profitent de l'occasion pour protéger les trois voyageurs. Enfin, Takumi demande aux petits de dire au revoir aux chevaliers, ce qu'ils font à contre-séhure, et Isaac commente qu'il n'est pas nécessaire de les forcer car ils viennent de traverser une période difficile et sont encore renfermés. En route vers la ville de Belay, Takumi réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour distraire les enfants, car ils sont visiblement abattus. Il annonce bientôt que le groupe des ailes blanches passera par la forêt de Gaïa. À leur arrivée,
le jeune homme s'assure que personne n'est dans les environs et libère tous les animaux pour égayer les enfants et les transporter sur leur dos jusqu'à Belay, car le voyage sera long. Jules et Fit, excité, accepte d'aider, tandis que Bolt est chargé de voler et d'identifier si quelqu'un est à proximité, car Takumi ne veut pas être vu voyageant avec plusieurs monstres de rang pour éviter les soupçons. Avec cela, tout le monde monte sur les animaux et continue le voyage. Tôt dans la course, Bolt tente d'avertir à temps, mais un ours sanguinaire apparaît soudainement près du groupe. L'oiseau plonge immédiatement pour attaquer l'œil de la bête, tandis que Jules et Fit terminent le travail avec leurs griffes. Un autre ours apparaît à proximité et les animaux de Takumi résolvent rapidement le problème à nouveau, mais ils demandent une caresse en guise de remerciement pour le travail bien fait. Le loup s'apprête à lécher Elena, mais Takumi l'arrête juste à temps, car le loup et la tigresse ont mordu les ours et ont des bouches sales qui pourraient transmettre des maladies aux enfants. Par conséquent, l'aventurier utilise son sort de nettoyage et baigne rapidement les bêtes apprivoisées, qui en profitent alors pour lécher les enfants. Les heures passées, après avoir affronté d'autres créatures en chemin, les ailes blanches parviennent à traverser la forêt de Gaïa avant la fin de la journée et installent bientôt le camp pour la nuit. Takumi demande aux enfants ce qu'ils veulent manger, et ils demandent avec enthousiasme du pain à la crème. Le tuteur explique que ce type de pain n'est pas approprié pour le dîner, alors il promet d'en faire pour le petit déjeuner puisque les jumeaux ont été obéissants. Takumi suggère un oyakodon, un plat que les petits ne connaissent pas. Il explique que c'est du riz avec un œuf sur le dessus, ce qui rend les jumeaux heureux rien qu'en y pensant. Entendant la conversation, les animaux ne veulent pas être laissés de côté et demandent aussi à essayer ce oyakodon. Le soir, le repas est servi à tous ceux qui le souhaitent et Allen et Elena réalisent que le plat est assez différent de ce qu'ils imaginaient, car ils pensaient qu'il s'agirait littéralement d'un œuf avec une coquille sur une portion de riz. Néanmoins, ils assurent qu'ils le mangeront tout comme les animaux qui se jettent sur la nourriture sans hésitation. De plus, Jules et Fit reprennent leur forme plus petite pour manger lentement et savourer chaque bouchée. La nuit tombée, tout le monde dort en sécurité dans la tente magique tandis que Takumi reste éveillé pour contempler le ciel étoilé. Après si longtemps, 3 lunes partagent le ciel d'Eterdia, une rouge, une jaune et une bleue. Les lunes jaunes et rouges sont visibles à cette époque de l'année et le jeune homme est captivé par ce spectacle. En seulement 2 mois après son arrivée à Eterdia, Takumi a accompli plus de choses que jamais sur sa planète d'origine, et pourtant tout semble s'être passé en un clin d'œil. À l'aube, le groupe repart après un petit déjeuner simple. Lorsqu'ils atteignent Belay, les enfants affichent de grands sourires en voyant l'océan pour la première fois. Takumi explique que l'eau est salée, alors Elena demande si elle a bon goût. Takumi avertit que ce n'est pas une bonne idée de boire l'eau, donc les jumeaux doivent être très prudents. Malgré cela, avec leurs yeux fixés sur l'océan, Allen et Elena se tournent vers leur tuteur et demandent à nouveau s'ils peuvent boire l'eau. Takumi devine que leur curiosité vient de leur désir de découvrir ce qu'est la mer, alors il leur laisse tremper leurs doigts et goûter pour se rendre compte de la réalité. Quand ils le font, les jumeaux comprennent pourquoi leur oncle ne voulait pas qu'ils la boivent. Avec un goût terrible en bouche, ils voient les animaux approcher et perdent rapidement leurs expressions renfrognées, courant avec les créatures pour explorer la plage de la meilleure manière possible. De loin, Takumi entend une voix féminine près de lui mais n'a aucune idée d'où elle vient. En regardant autour de lui, il ne voit aucune âme qui vive sur le sable jusqu'à ce qu'il tourne les yeux vers la mer et remarque une fille. Pensant qu'elle est en train de se noyer, il se prépare à sauter dans l'eau sans réfléchir, bien qu'il ne trouve pas de flotteur ou quoi que ce soit de ce genre dans son inventaire. Il demande à la fille d'attendre, puis elle l'appelle par son nom, le laissant confus. Elle se présente comme Milna la sirène. N'y croyant pas tout à fait, Takumi analyse son statut et voit qu'elle ne ment pas. Milna explique qu'un serviteur du dieu de l'eau lui a parlé de lui et Takumi se demande si ce serviteur pourrait être celui qui a envoyé Jules et tous ses cadeaux à travers Syl. Ensuite, les enfants arrivent et demandent à leur oncle qui est la dame. Takumi explique que c'est une sirène, tandis que les enfants pensent que l'océan a mangé la moitié de son corps. Milna se présente et mentionne qu'elle a également entendu parler d'eux, ce qui surprend les 2 enfants. À ce propos, Takumi demande à la sirène d'expliquer l'histoire, et elle révèle qu'elle a entendu dire que l'humain aiderait sa race en résolvant le problème qu'il rencontre. Elle invite donc le groupe à la suivre jusqu'au village des sirènes pour discuter des détails. Takumi demande à tout le monde de rester calme, soulignant que ce village est probablement sous l'eau et supposant que la sirène ne savait pas que personne parmi eux ne peut respirer sous l'eau. Takumi ne sait personnellement pas nager, mais décide de garder cette information pour lui afin d'éviter l'embarras. À bien y réfléchir, considérant que s'il avait tellement amélioré son statut, Takumi se demande s'il peut maintenant nager. Quant aux jumeaux, il n'a aucun doute qu'ils apprendraient dès qu'ils essaieraient. Mais Milna résout la situation en donnant 3 bracelets magiques faits d'écailles de sirène aux humains. Ces accessoires permettent à leur porteur de respirer sous l'eau et créent une fine couche sur le corps pour le garder au sec. Même ainsi, Takumi dit qu'il aimerait voir le village de Milna mais n'est pas sûr de pouvoir résoudre le problème qu'elle a mentionné. Néanmoins, la sirène insiste, alors Takumi place les animaux dans son ombre et donne les bracelets aux enfants. Sans perdre de temps, il saute dans la mer et, tandis que les jumeaux s'amusent dans l'eau pour la première fois, Takumi est émerveillé de ne pas se mouiller.
Milna demande si tout va bien et Takumi se rend compte qu'il retenait son souffle par habitude. Il remarque également qu'il peut parler sous l'eau, ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Pendant ce temps, les enfants s'amusent beaucoup au fond de l'océan, nageant comme des poissons malgré que ce soit leur première fois. En pensant à cela, Takumi décide de tenter sa chance après une vie d'échec. Agitant ses bras et ses jambes comme un fou, il finit par se cogner la tête contre le ventre de la sirène. En la regardant de plus près, il voit la queue de poisson sur son corps avec des écailles et tout, et réalise qu'elle est vraiment une sirène. Se rendant compte que son regard maladroit pourrait être mal interprété, il explique qu'il était juste surpris par cette découverte. Indifférente, Milna continue, et l'humain demande quel type de monstres vivent au fond de l'océan. Elle répond qu'il y a des crabes de sable et des poissons marteaux, mais aucun n'est très fort. À ce propos, un requin avec quelque chose ressemblant à un marteau sur la tête fonce dans la mer, mais Takumi ne voit pas l'animal comme une grande menace tant que le marteau est évité. Se faufilant derrière leur tuteur, les enfants dévoilent leur coup de pied volant sous-marin sur le requin, le faisant tourner jusqu'au fond de l'océan. Ainsi, le tuteur découvre que même sous l'eau, les enfants ne perdent pas leur force dans les jambes. Après avoir récupéré le poisson pour le manger plus tard, un crabe apparaît. Bien que le crustacé soit assez grand, il ne peut pas résister à l'esprit ludique des jumeaux. Allen et Elena frappent joyeusement le cou de la pauvre créature contre un rocher, mettant fin à sa vie instantanément. Une fois le travail terminé, Takumi annonce qu'ils auront des fruits de mer pour le déjeuner aujourd'hui. Après le repas, le groupe continue son chemin soudain. Takumi a l'impression de traverser une barrière et Milna attire son attention sur le village devant eux. Enchanté par la beauté du lieu, Takumi apprend que le cristal formant les structures du village s'appelle le prismarine, formé lorsque l'océan se cristallise. De plus, ce cristal contient un pouvoir en lui. Milna explique que le village s'appelle le Palais Bleu à cause de la couleur de la mer. Avant de montrer l'intérieur, la sirène veut d'abord les emmener à l'arrière du château. Là, les humains voient un énorme navire coincé à l'entrée de la grotte où les sirènes cultivent des coraux. Elles ont essayé de toutes les manières de retirer le navire, mais il continue de bloquer l'accès à la grotte. Cependant, la grande prêtresse du Palais Bleu a entendu de la servante du dieu de l'eau que leur Takumi pourrait résoudre le problème. En y réfléchissant, Takumi suppose qu'il pourrait être capable de mettre le navire dans son inventaire malgré sa taille. En un clin d'œil, le navire devient un élément de menu pour l'aventurier, impressionnant tout le monde autour. La description du navire révèle qu'il s'appelle Dietland et que tout le monde à bord au moment du naufrage s'est échappé vivant. Sans délai, les sirènes et tritons du village se rassemblent autour de l'humain pour le remercier et deux sirènes vont vérifier si les coraux sont en vie car ils sont la matière première pour divers médicaments, en particulier un qui guérit une maladie affectant toute l'espèce. Quant à Takumi, Milna souhaite l'emmener voir la grande prêtresse. Après s'être émerveillé de l'intérieur du palais, les humains arrivent à la porte de la prêtresse et sont encore plus impressionnés par son apparence. Takumi pense que la jeune femme ressemble à une sirène des contes de fées, et les enfants n'hésitent pas à exprimer combien ils la trouvent belle. La gardienne des petits la remercie formellement pour l'invitation, mais la jeune fille souligne qu'elle leur doit beaucoup, car le serviteur du dieu de l'eau a mentionné avoir une grande dette envers eux. De plus, Milna mentionne que Takumi a résolu le problème du navire, rehaussant encore le prestige du groupe des ailes blanches dans ce contexte. La prêtresse déclare même ouvertement qu'ils sont en présence des héros du palais de l'océan. Malgré la reconnaissance qu'il a obtenue parmi ces gens, le garçon accorde toujours une grande importance à l'anonymat et ne veut donc pas attirer trop d'attention. La prêtresse semble comprendre cela, précisant que seules les personnes présentes dans cette pièce savent ce que Takumi et les enfants ont fait. D'ailleurs, la prêtresse semble très enthousiaste à l'idée de mettre en avant la gentillesse dont le jeune homme a fait preuve, un type de réaction qu'il n'est pas très à l'aise à gérer. Galt, le leader de la société des sirènes et tritons, dit à la jeune fille qu'elle rend l'invité un peu mal à l'aise, mais elle estime qu'il est important d'exprimer la vérité sur la signification des actions de cet homme. Galt utilise l'exemple d'un moment où quelqu'un a dit sans détour à la prêtresse qu'elle était immature, ce qu'elle n'a certainement pas apprécié, donc la jeune clerc des profondeurs comprend que tout ce qui nous passe par la tête ne doit pas nécessairement être dit sur le moment. Reconnaissant qu'elle est allée trop loin, elle présente Galt comme le leader du peuple de la mer, bien que Takumi ait entendu dire que c'était la prêtresse qui était en charge. Elle explique qu'elle détient un titre honorifique en raison de sa plus grande affinité avec les dieux. Après tout, un être d'une telle importance n'apparaît que rarement, une fois par génération. En vérité, la personne qui occupe ce poste est plus un symbole pour quelque chose de beaucoup plus sacré. Honnêtement, la jeune fille avoue qu'elle n'apprécie pas particulièrement d'occuper ce titre. Quoi qu'il en soit, la grande prêtresse annonce qu'elle a un cadeau pour les héros. Takumi montre sa modestie naturelle, mais les gens insistent pour récompenser le groupe pour ce qu'ils ont fait. En y réfléchissant, l'humain se souvient de sa tentative ratée d'utiliser la magie de l'eau, pensant qu'il serait intéressant de développer cette partie de lui-même, qui reste si faible. Il trouve donc le courage de demander de l'aide pour ce genre de compétences, et Galt propose de l'assister. La prêtresse insiste pour dire que cet entraînement est au-delà de la récompense, mais le garçon préfère en rester là, car il estime que cette aide est déjà suffisante.
Milna suggère une idée à la prêtresse, l'amenant à offrir quelque chose d'inutile à son peuple. Elle conduit les ailes blanches à un tas d'algues blacka, largement utilisées comme ingrédient pour des compresses afin de réduire la fièvre et traiter les brûlures. De plus, il y avait des coquilles de roche qui, lorsqu'elles étaient réduites en poudre, pouvaient servir d'agent nettoyant. Enfin, il y avait des os de requins géants utilisés comme matière première pour des armes. Cependant, au-delà des matériaux montrés, les enfants ont attrapé quelques perles de diverses couleurs qui se trouvaient parmi eux, et la grande prêtresse avoue courageusement que cet endroit est en réalité la décharge des sirènes. Les sirènes sont gênées de révéler cela aux humains, mais ils se sentent émerveillés d'avoir accès à de tels objets spectaculaires, comme s'ils n'étaient rien pour cette société. Par exemple, ces perles sont des bijoux sans valeur parce qu'elles ne sont pas suffisamment transparentes et brillantes. La prêtresse souligne que, bien que ces objets ne soient pas une grande affaire pour eux, le serviteur du dieu de l'eau a mentionné qu'ils sont très précieux pour les humains. Comme les enfants les aiment, Takumi accepte les cadeaux et reçoit une invitation à passer la nuit au Palais Bleu. Tout d'abord, ils sont invités à un grand banquet rempli de fruits de mer et de musique, permettant aux humains d'en apprendre davantage sur la culture et les coutumes de cette civilisation sous-marine. Takumi se sent tellement bien qu'il commence à penser qu'il est traité comme un roi, se demandant même s'il pourrait se transformer en vieil homme lorsqu'il remontera à la surface. Lorsque les enfants louent la nourriture, le garçon s'imagine plus vieux que les deux petits, déjà adultes dans son esprit. Cela lui semble trop tôt, si bien qu'il serre les enfants dans ses bras, comme s'il souhaitait qu'ils restent jeunes pour toujours. Ensuite, ils font une visite du palais et regardent à travers les fenêtres vitrées qui montrent la beauté de l'océan autour d'eux, avec tous les poissons et les plantes qu'ils ne voient pas habituellement à la surface. Voyant certains animaux nageant, Allen et Elena pensent qu'ils devraient donner des coups de pied aux créatures, comme ils le font avec tous ceux qui croisent leur chemin, mais leur tuteur leur demande de rester calmes dans de tels moments, en soulignant l'importance d'observer les animaux avec curiosité, comme s'ils étaient dans un aquarium. Par exemple, des raies, des méduses et d'autres espèces dont ils n'avaient aucune idée de l'existence passent devant eux. Plus tard, après avoir accompli bien plus que ce qu'ils auraient jamais imaginé possible, le trio des ailes blanches est ramené à la surface par Galdo pour commencer leur entraînement en magie de l'élément eau. Comme première leçon, il enseigne qu'il y a deux façons de manifester ce style de sorcellerie, la manipulation et la création. Il cite un exemple, en utilisant la magie de la terre, cela implique de manipuler la terre et l'air environnant. En revanche, pour la magie de l'eau ou du feu, il faut d'abord créer ces éléments, car ils ne sont pas nécessairement présents autour de soi. Takumi saisit le concept, bien qu'Allen et Elena semblent perdus pendant la leçon. En expliquant l'essence de ce type de magie, le leader des sirènes demande à Takumi de démontrer ce qu'il peut faire. Le garçon s'approche de la mer et utilise son habilité pilier d'eau, levant littéralement un énorme pilier d'eau devant lui, surprenant les enfants. Observant leur peur, Galdo profite de leur manque de connaissances magiques pour leur enseigner le concept de flux magique. D'abord, il leur demande leurs mains et libère une masse énergétique près des corps des enfants. Il explique que c'est du mana, la source de tout pouvoir magique et l'énergie qui coule en chaque individu. Le maître demande si les garçons peuvent la sentir, puis Takumi leur donne une petite impulsion, les incitant à ressentir une chaleur à l'intérieur de leur corps après que Galt ait pris leurs mains. En même temps, Takumi réalise que la puissance qu'il utilisait de l'intérieur vers l'extérieur avait un nom, le mana, et que c'est un type distinct d'énergie dans son corps. À propos, les jumeaux ressentent le mana, ce qui rend Galt heureux avant de continuer la leçon. Il leur demande de prendre un peu d'eau et de rassembler du mana pour manipuler cette matière dans leurs mains. D'abord, il leur fait une démonstration, ce qui pousse les enfants à essayer et ils réussissent du premier coup. Voyant cela, la prêtresse souligne que maîtriser ce type d'art est un grand défi, à tel point que Galt lui-même dit qu'il lui faut une demi-journée rien que pour former une sphère d'eau. Comme les enfants ressentent déjà le mana en eux-mêmes, c'est un indicateur spectaculaire, et Takumi reconnaît que les petits sont en effet très talentueux. Ensuite, c'est au tour de Galt de voir la boule d'eau de Takumi, cette capacité qui lui avait causé tant de gêne. Le maître demande à l'humain de lancer cette magie sur un rocher. Takumi suit les instructions et invoque une sphère d'eau qui surpasse de loin toutes ses tentatives précédentes. Lorsque le rocher se brise, ses enfants adoptifs s'excitent et veulent essayer eux aussi, et Galt semble satisfait de l'enthousiasme juvénile des enfants. Sans hésiter, Elena et Allen accumulent leur mana et rassemblent suffisamment de masse énergétique pour produire une boule d'eau qui frappe un autre rocher comme des boulets de canon. Derrière eux, Galt et la prêtresse sont impressionnés par l'incroyable talent que démontrent les deux petits. Après les leçons, lorsqu'ils sont seuls à la surface, Takumi, Allen, et Elena décident de s'entraîner un peu pour développer leurs compétences. Les jumeaux montrent, comme toujours, leur capacité extrêmement naturelle. Takumi s'enthousiasme en louant ces véritables prodiges. Profitant de la séance d'entraînement, Takumi imagine qu'être capable de conjurer un mur d'eau serait très utile. Cependant, l'entraînement est interrompu lorsque les garçons sentent une présence autour d'eux, bien que rien ne soit visible à l'œil nu. En y réfléchissant, Takumi utilise son aptitude de détection, mais ce qui émerge de sous l'eau rend toute intervention inutile. Pendant ce temps, s'il met la pression sur Maya,
la servante de la déesse de l'eau, pour qu'elle révèle ce qui se passe, et elle révèle qu'elle a remarqué un problème dans la région des sirènes alors qu'elle cherchait Takumi, Allen, et Elena. Elle imagine que le navire échoué dans le donjon de corail a dû être un vrai casse-tête, mais elle ne pense pas que l'oracle aurait dû être confié à l'humain juste à cause de cela, car l'oracle est un moyen pour les dieux d'intervenir dans le monde des humains. Apparemment, les partisans de Syl ne font qu'accumuler des dettes de gratitude envers cet humain, et Maya en est l'une des responsables. Syl ne veut pas qu'il dépende de Takumi pour tout, donc il ne veut pas que ses disciples se tournent vers l'humain pour la moindre chose. Néanmoins, lorsqu'il essaie de se détendre pour manger quelque chose, Syl blâme Wendell, le dieu de l'eau, pour oublier tout qu'il aille. D'ailleurs, Syl soutient Takumi et a même amené cet humain dans ce monde, mais au fond de lui, il se demande pourquoi il a fait une telle erreur sans raison apparente. L'homme qui a servi le dieu du vent considère que cet humain a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas, c'est pourquoi personne ne refuserait de le soutenir, lui et les enfants. D'ailleurs, l'homme remarque que Takumi et les jumeaux semblent être en difficulté. En effet, les ailes blanches sont en danger en raison de l'arrivée d'une créature gigantesque venue des profondeurs de la mer. En analysant le statut du monstre, Takumi découvre qu'il s'agit d'un léviathan, un dragon d'eau. Fait intéressant, le dragon n'attaque pas les humains, ce que Takumi ne comprend pas. En réalité, le léviathan a ressenti quelque chose d'inhabituel et est venu enquêter. Par télépathie, la créature annonce qu'elle a trouvé un serviteur du dieu du vent accompagné de 2 enfants du dieu de l'eau. Takumi ne savait pas cela, il devient donc curieux de connaître l'origine de ses enfants adoptifs. Le dragon révèle qu'il était responsable de prendre soin de ses enfants, mais n'avait pas considéré le fait qu'étant une créature marine, il dévasterait toute ville qu'il traverserait. Cependant, il a maintenant la chance de remplir ce rôle puisqu'il se trouve devant la progéniture de son dieu, près des domaines maritimes. Ainsi, le dragon demande à l'humain de sceller un contrat afin qu'il puisse être invoqué lorsque nécessaire, même si le léviathan pourrait ne pas toujours accepter d'apparaître. Pour que cela se produise, l'homme doit donner un nom à la bête, alors Takumi choisit de l'appeler Kaiser. Avec cela, l'accord entre les parties est scellé, et le léviathan fait désormais partie du groupe des ailes blanches en tant que nouveau protecteur des enfants du dieu de l'eau. D'ailleurs, Kaiser commente que les enfants aiment le garçon comme s'il était leur père, mais Takumi souligne qu'il est plutôt vu comme un grand frère. Soudain, le dragon surprend tout le monde en invitant les enfants à partir avec lui, car ils ont vu assez pour rejoindre la vie marine. Kaiser assure qu'il leur fournira un endroit sûr et confortable, car après tout, un dragon est mieux adapté pour garantir la sécurité de ces êtres importants qu'un simple humain. Malgré cela, les enfants ne veulent pas quitter Takumi, et le léviathan n'ignore pas leurs sentiments, bien au contraire. En entendant leur demande, Kaiser voulait simplement confirmer avec les enfants qu'il souhaite vraiment rester avec ce gardien. Takumi reconnaît qu'il est plus faible que le dragon, mais promet de ne jamais lâcher les mains de Allen et Elena, quoi qu'il arrive. Faisant confiance à la parole de l'humain, Kaiser demande à être contacté par télépathie si quelque chose se produit. De plus, il donne au garçon une écaille magique qui informera le dragon de l'endroit où se trouve le trio. Cela étant décidé, le dragon emmène les 3 à travers l'océan et la neige maritime jusqu'à leur retour au Palais Bleu. À leur arrivée, Takumi demande aux petits s'ils veulent vraiment rester avec lui, et ils démontrent plus que jamais qu'ils ne veulent jamais quitter le côté de leur nouvel oncle.